Est-ce qu'on va être dans la même cellule? Comment ça, la même? La même prison? Oui, c'est ça, vas-y. C'est super génial, attends. Ils ont fini par fouiller son... Téléphone? Non, ils vont fouiller son téléphone. Attends, tu essayes de bien paraître pour ta photo d'identité? Oh mince, je vais avoir une photo d'identité? On va en prison, tu croyais quoi? C'est vrai. Génial. Mec, j'allais me maquiller ce matin pour la photo d'identité, mais je n'ai rien trouvé. Contente de ne pas avoir l'air trop mal aujourd'hui. J'ai l'air horrible. Voici Isabelle Valdez et Lois Lippert, assises à l'arrière d'une voiture de police, déjà arrêtées, déjà attrapées. Et au lieu de pleurer, au lieu de se taire, elle rit parce que pour elle, la seule chose qui a mal tourné ce jour-là, c'est d'avoir été attrapées avant d'avoir pu finir ce qu'elles avaient en commencé. Voici l'affaire glaçante de deux adolescentes qui auraient passé 3 mois à élaborer un plan destiné à mettre fin à la vie d'une camarade dans les toilettes de l'école. Et chaque détail que vous allez entendre a été vérifié à travers des documents judiciaires, des rapports d'arrestation, des dossiers du procureur et des images de caméras piétons. Préparez-vous, car ce qui se serait déroulé au lycée Lake Brantley entre octobre 2020-5 et le 23 janvier 2020-6 soulève des questions troublantes sur la radicalisation, l'obsession et sur la durée pendant laquelle un plan peut rester caché dans une école comptant des milliers d'élèves. Pour comprendre comment deux adolescentes se sont retrouvées à l'arrière de cette voiture de police, il faut revenir là où tout a commencé. Isabelle Aurelia Valdez et Lois Olivios Lippert fréquentaient le lycée Lake Brantley à Altamont Springs, une ville de banlieue d'environ 45 000 habitants dans le comté de Seminole, juste au nord d'Orlando. C'est un grand lycée public, le genre d'endroit où les élèves se déplacent entre les cours dans des couloirs bondés, où un élève peut devenir invisible à la vue de tous. Isabelle Aurelia Valdez, 15 ans, n'était pas invisible. Ses amis et camarades de classe la connaissaient sous son surnom Jimmy. Elle était la meilleure amie de Lois Olivios Lippert, âgée de 14 ans. Elles étaient proches, inséparables comme le sont souvent les meilleures amies à l'adolescence. Ce que personne ne savait, c'est qu'au-delà de cette amitié, quelque chose de bien plus sombre avait pris racine. Gardez cela à l'esprit, car le plan que les autorités disent que ces deux filles ont élaboré ensemble n'a pas commencé la semaine précédant son interruption. Il aurait commencé 3 mois plus tôt. Ce calendrier est extrêmement important pour ce qui va suivre. Au cours des mois précédents, Valdez avait développé ce que les autorités ont décrit comme une obsession pour Adam Lanza, le tireur responsable du massacre de décembre 2012 à l'école primaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, où 20 enfants et 6 membres du personnel ont été tués. Lanza est mort sur les lieux d'une blessure par balle qu'il s'est infligée lui-même. 13 ans plus tard, une adolescente de la banlieue de Floride serait devenue obsédée par lui. Valdez a déclaré aux enquêteurs qu'elle entendait autrefois la voix de Lanza dans sa tête, mais que, pour une raison inconnue, cette voix, selon elle, s'était récemment tue, et qu'elle pensait avoir trouvé un moyen de la faire revenir, ou de le ramener entièrement. Le plan, tel qu'elle l'a décrit à la police, impliquait de tuer un camarade de classe, un élève qu'elle avait choisi pour une raison précise. Et elle n'a pas choisi quelqu'un au hasard. Elle avait observé un élève en particulier pendant des semaines. Elle connaissait son emploi du temps mieux que lui-même. La victime était un camarade de classe à Lake Brantley. Alors, pourquoi a-t-il été pris pour cible? Eh bien, Valdez voyait Adam Lanza lorsqu'elle regardait cet élève. Elle a dit à la police que tuer cet élève créerait un lien de sang surnaturel avec Lanza qui le ressusciterait d'entre les morts. Gardez ce détail en tête. Il devient central pour tout ce qui va suivre. Cette croyance remonte directement au massacre de Sandy Hook. Dans certains espaces en ligne, l'auteur est devenu l'objet d'un culte obsessionnel inquiétant, un phénomène que les chercheurs et les forces de l'ordre suivent depuis des années. Le FBI et le département de la sécurité intérieure ont documenté des cas où des jeunes ont été radicalisés via ces forums et plateformes qui glorifient la violence de masse. Les procureurs affirment que Valdez n'agissait pas seule. Elle s'était en fait immergée dans ce contenu au point de construire tout un système de croyances autour de cela. Les tireurs du lycée de Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold, qui ont tué 13 personnes à Littleton, dans le Colorado, en avril 1999, étaient également mentionnés dans les images de la voiture de patrouille. Ces filles évoquèrent leur nom avec une telle désinvolture, si naturellement, même en attendant d'être enregistrées. Ce détail, la discussion désinvolte en garde à vue à propos de tueurs de masse, a été citée par les procureurs comme une preuve supplémentaire du type de raisonnement auquel ils étaient confrontés. Mais il y avait quelque chose de crucial que les enquêteurs devaient déterminer dès le tout début. Depuis combien de temps cela se préparait-il? Il s'avère que le complot présumé était en préparation depuis environ octobre 2025, soit 3 mois entiers avant que le couteau n'arrive à Lake Brantley le 23 janvier. En octobre 2025, Valdez avait commencé à planifier.
Elle a mémorisé l'emploi du temps des cours de la victime. Elle a suivi ses déplacements dans l'école. Elle l'a suivi dans les couloirs et, à son insu, l'a photographié. Les photographies constituaient une forme de surveillance. Elles étaient la preuve d'un processus délibéré et systématique de sélection de la cible. Mais voici ce qui a fait de cette affaire bien plus qu'une histoire troublante sur l'obsession d'une jeune fille. Valdez n'a pas planifié cela seule. Elle a impliqué quelqu'un d'autre avec elle. Et le rôle que cette personne a joué était précis, actif et documenté. C'était son amie, Lois Lippert. Le rôle de Lippert était précis et actif. Elle n'était pas simplement au courant du plan. Elle a réellement aidé à préparer l'exécution du plan. Les rapports de police ont montré que Lippert avait aidé à aiguiser le couteau que Valdez avait l'intention d'utiliser. Elle a testé son tranchant, non pas sur une surface, mais sur sa propre peau et sur la chemise de Valdez pour confirmer que la lame était prête. Toutes deux sont allées ensemble dans les toilettes de l'école pour faire cela, à l'intérieur du bâtiment, pendant les heures de cours. Ce détail, le fait de tester la lame à l'intérieur de l'école, à l'avance, est l'un des éléments de preuve que les procureurs mettraient plus tard en avant comme preuve de préméditation. Les avocats de la défense ont plaidé non coupable, mais l'endroit précis où l'affûtage a eu lieu, une salle de bain de l'école, dans l'enceinte de l'établissement, quelques jours avant l'attaque planifiée, n'était pas un simple détail circonstanciel. Cela a été documenté, confirmé par les propres déclarations de Valdez aux enquêteurs. Lippert a également dessiné des images de la victime visée. Les dessins représentèrent le camarade de classe mort, pendu à une corde, avec Valdez à ses côtés. Les enquêteurs ont qualifié les croquis de graphiques et troublants. D'autres dessins à caractère sexuellement explicite du même élève ont également été retrouvés parmi les affaires de Lippert. Les procureurs ont cité ces dessins dans la requête de détention provisoire comme preuve de l'implication continue de Lippert dans le plan au fil du temps, non pas un simple moment passager d'imagination sombre, mais des images créées et conservées. Les procureurs ont déclaré que Lippert avait apporté du matériel à l'école le jour de l'attaque prévue. La liste des fournitures comprenait des gants en latex à la demande spécifique de Valdez. Des gants en latex du genre que l'on porte pour dissimuler des preuves. Elle comprenait également du chocolat, un briquet, des cigarettes et des fleurs. Réfléchissez à cela. Les cigarettes, selon la propre déclaration de Valdez à la police, étaient prévues pour après le meurtre. Elle savait qu'elle serait arrêtée. Elle prévoyait de fumer en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Les fleurs étaient destinées au corps de la victime. Les lingettes Clorox, également apportées sur le campus selon la requête, faisaient partie du plan de nettoyage. Ce n'était pas un acte impulsif. Ce n'était pas une explosion soudaine. Chaque objet dans ce sac a été choisi dans un but précis. Chaque objet reflétait une étape spécifique d'un plan mis en place depuis 3 mois. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le sac n'était même pas la pièce à conviction la plus accablante. La veille du rituel, elle l'avait déjà mis par écrit. Sur la plateforme de messagerie Discord, Valdez a écrit à Lippert « Ce sera fini demain ». Elle a ajouté « Je vais faire un rituel de sang pour Adam Lanza ». Elle a explicitement demandé à Lippert d'apporter les gants en latex. Ces messages faisaient partie des éléments cités par les procureurs dans leur requête pour maintenir les deux accusés en détention sans caution. Il y avait autre chose dans ces messages, quelque chose que les enquêteurs ont relevé alors qu'ils construisaient leur vision de la prétendue conspiration. Les communications montraient non seulement une planification, mais aussi de l'anticipation, de l'excitation, un compte à rebours. Le message de Valdez disait que tout serait terminé le lendemain. Elle marquait le calendrier. Elle attendait le jour qu'elle avait choisi. Le plan, selon le rapport d'arrestation, était précis et séquentiel. Valdez attendrait devant les toilettes des garçons et pousserait la victime à l'intérieur. Une fois dans la cabine, elle le poignarderait soit dans le ventre, soit lui trancherait la gorge avec le couteau. Une serviette en microfibre avait été apportée pour étouffer tout bruit. Après le meurtre, le rituel sanglant devait être accompli avec les restes de la victime. Les fleurs devaient être déposées sur le corps, puis la cigarette. Valdez a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait également réfléchi soigneusement au moment choisi. Elle savait à quel moment de la journée scolaire elle avait le meilleur accès à la victime près des toilettes. Elle l'avait suivi. Elle avait étudié son trajet. La fenêtre du 23 janvier avait été choisie. Puis un camarade de classe a pris un téléphone et a tapé un avertissement dans une application. Toute la séquence, 3 mois de planification, choix de la cible, acquisition du matériel, affûtage de la lame, message sur Discord et une arrivée matinale. Au lycée Lake Brantley, avec un couteau de 30 cm, tout s'est effondré parce qu'un élève a décidé de parler. Le soir du 22 janvier 2026, un élève du lycée Lake Brantley a ouvert FortifyFL. FortifyFL est l'application de signalement pour la sécurité des écoles en Floride.
une plateforme où les élèves, les parents et les membres de la communauté peuvent soumettre des signalements anonymes de menaces potentielles. L'application transmet les signalements directement aux forces de l'ordre et aux responsables scolaires. La Floride a lancé ce système après la fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, qui a fait 17 morts. L'objectif était précisément cela, offrir aux élèves un moyen anonyme et sans obstacle de signaler des menaces sans craindre de conséquences sociales. L'élève qui a signalé a simplement lancé un avertissement. Un élève nommé Jimmy, le surnom utilisé par Valdez, prévoyait de tuer quelqu'un que nous connaissons à l'école le lendemain. Le signalement a été soumis le 22 janvier. L'attaque était prévue pour le 23 janvier. La décision de cet élève d'ouvrir cette application et de taper ces mots est la seule raison. Cette affaire concerne une tentative de meurtre et non un meurtre accompli. Mais voici ce que la défense ignorait lorsqu'elle a ensuite plaidé non coupable. Le signalement n'était pas la seule chose qui attendait la police d'Altamont Springs le matin du 23 janvier. Les preuves à l'intérieur même de l'école allaient ajouter une seconde couche à ce que l'avertissement anonyme n'avait fait qu'effleurer. À 7h38 du matin, le 23 janvier 2026, la police avait contacté les agents de sécurité du lycée Lake Brantley qui ont sorti Valdez de sa classe. Valdez et Lippert ont d'abord nié connaître quoi que ce soit à propos d'un quelconque complot. Puis les enquêteurs ont fouillé le sac à dos de Valdez et ils ont trouvé exactement ce que le signalement avait annoncé. Le couteau était là. Un couteau de 30 cm. Exactement le même couteau que Lippert aurait prétendument aidé à aiguiser dans les toilettes de l'école, quelques jours avant l'arrestation. Lippert a ensuite été sorti de sa classe. Les deux ont été arrêtés et conduits au poste pour être enregistrés. Je vais juste resserrer un peu celle-ci, d'accord? Ne bouge pas. Si tu commences Ça les poussait? autour avec tes mains, elles vont devenir vraiment serrées sur Toi? D'accord? Alors, est-ce que tu pourrais juste laisser tes mains exactement comme ça? Toi, ça va? Oui. Je les desserre? Laquelle? C'est bon. Bouton à l'arrière de ce truc. C'est à ce moment-là que la caméra de la voiture de patrouille a commencé à enregistrer. Les images qui ont lancé cette histoire, les images qu'un juge de Floride a ensuite dit ne pas pouvoir ignorer. La plupart des gens, lorsqu'ils sont arrêtés pour quelque chose d'aussi grave, se taisent. Ces deux-là, non. Et ce qu'ils ont dit devant la caméra, c'est ce qui a tout changé lors de l'audience de caution. Ils ont parlé d'aller dans la même prison. Allons-nous être dans le même? Comment ça, le même? Même prison? Oui, je suis d'accord, c'est tout à fait ça. Poursuivre. Ouf. Valdez et Lippert étaient assis ensemble à l'arrière, physiquement proches et indemnes. Ils ont parlé de leur situation avec une légèreté qui vous laissera sans voix. Ils ont parlé du tuyau anonyme. Ils étaient en colère à ce sujet. Je vais me faire arrêter, moi aussi. Quoi? Pourquoi? Oui, je lui ai dit qu'il le savait. Il ne m'a pas dénoncé, je le lui ai déjà dit. Il a donné un pourboire? Il y avait un pourboire. Un conseil a été donné. Vous avez vu ça? Non. Quelqu'un a donné un pourboire. Il a tout balancé, ce mec, putain. Il ne dirait pas à la police s'il donnait un tuyau. Non. Il a quand même donné un pourboire. Parce que moi, c'était des pourboires anonymes, mais je supposais que c'était dû à l'écriture. Ouais. Comme ça. C'était? Ouais. Oh là là. Mon Dieu, je savais que je n'aurais pas dû lui dire. Parce qu'il disait un truc du genre « Oh, tu peux me dire que je ne peux pas dormir cette nuit ?» Va te faire foutre, Dieu. Il faisait si froid dans cette pièce. Ce que je sais. Mec, ils m'ont fait rester assis là et j'étais tellement... Mec, ils m'ont pris mon chocolat. Non. J'ai pu en manger une partie, genre un morceau de la grande tablette, mais ce n'est pas... Sûr. Je voulais revenir à la deuxième période pour pouvoir en grignoter un peu avec toi. J'étais là, c'était mon objectif principal. Valdez regrettait le timing, pas le plan. Mec, j'ai raté. J'aurais dû le faire le matin. Ouais. Mec, il était juste là. Je le suivais de près. Ils ont discuté du temps qu'ils pourraient purger. Au moins, ce n'est pas une fusillade dans une école. On serait en prison pour La vie. Ouais. Combien de temps on va obtenir? Je n'aurai pas trop de temps. Je vais tester le couteau pendant quelques secondes. Oui. Ils ont calculé les peines possibles avec le détachement désinvolte de 2 personnes discutant des dates limites de leurs devoirs et non avec les sanctions pénales pour tentative de meurtre.
Ils ont même évoqué la possibilité d'avoir une relation homosexuelle pendant leur incarcération. Nous allons devenir un de ces couples lesbiens maintenant. Ouais. Et tu pourrais être la butch. Ouais. Exactement. Et... c'est ma chienne. Restez à l'écart. Ouais. Ils ont alors discuté de comment obtenir leur photo d'identité. Ah, tu essaies de te faire beau-belle pour ta photo d'identité judiciaire? J'aurai droit à une photo d'identité judiciaire? Eh bien, nous allons en prison. Qu'en penses-tu? Mec, j'allais me maquiller ce matin. Pour la photo d'identité judiciaire, mais je n'ai rien trouvé. Je suis contente de ne pas avoir trop mauvaise mine aujourd'hui. J'ai une mine horrible. C'est Sûr? Et écoute, ne t'inquiète surtout pas. Tu restes la butch quoi qu'il arrive. Et cela ne change absolument rien du tout. Peu importe ton look, ils allaient enfin me voir sur ma photo d'identité judiciaire. Ils ont ensuite discuté sur le ton de la plaisanterie des éventuelles peines de prison. Mais honnêtement, on va probablement avoir au minimum 4 ans, quoi. Je n'aurai pas 4 ans. Oui, vous l'avez fait, vous avez aidé. Mec, C'était comme... Je ne comprends pas. Je ne ferai pas ça. Soudain, Valdez a interpellé sa propre conscience. « Je ne ressens rien. Pardon de mes torts et ta peine, parce que, franchement, je m'en fous complètement. » Puis les deux sont revenus à la discussion sur le couteau. Ils ont parlé de l'aiguiser. La conversation est revenue sur Adam Lanza, sur Klebold et Harris. Leurs noms traversèrent la conversation comme des points de repère familiers. Ils ont ri. Mais les plaisanteries ont pris fin le 11 mars 2026, lorsqu'il était temps pour leur audience de caution. La défense a soutenu qu'il s'agissait de mineurs dans une situation extrême, que les rires et la bravade étaient un mécanisme d'adaptation, une façon pour deux adolescentes de gérer la réalité incompréhensible de leur arrestation. Les parents de Lippert ont témoigné et proposé de surveiller leur fille à la maison dans des conditions strictement contrôlées. L'argument était sincère. Puis, les preuves de l'accusation ont été présentées dans leur intégralité. Le procureur adjoint Dominique Léo s'est adressé au tribunal. Il a dit directement au juge qu'aucune condition de remise en liberté ne serait raisonnablement suffisante pour protéger la communauté du risque de préjudice physique. Vous vous souvenez de la vidéo de la voiture de patrouille? Vous vous souvenez que Valdez a dit qu'elle aurait dû agir plus tôt ce matin-là, que la victime était juste là? Cette déclaration, capturée par la caméra alors qu'elle était en garde à vue, n'était pas hypothétique. C'était une déclaration d'intention persistante. La vidéo n'était pas une preuve de choc ou de confusion. C'était la preuve du même état d'esprit qui aurait motivé 3 mois de planification, de traque et de préparation. Le juge a refusé la libération sous caution pour les deux accusés. Valdez et Lippert ont tous deux été placés en détention sans possibilité de libération sous caution en attendant leur procès. En février 2026, le bureau du procureur de l'État a déposé des accusations formelles contre les deux accusés en tant qu'adultes. Isabelle Valdez et Lois Lippert ont toutes deux été inculpées en tant qu'adultes pour tentative de meurtre avec préméditation au premier degré, tentative de meurtre lors d'un crime et possession d'une arme sur une propriété scolaire. La décision de les poursuivre en tant qu'adultes était délibérée et documentée. Le bureau du procureur de l'État a expliqué publiquement qu'il poursuivait les adolescentes en tant qu'adultes, pour donner au système judiciaire plus d'options afin d'incarcérer et de contrôler les accusés sur le long terme que ce qui est possible dans le système de justice pour mineurs. Dans le système pour mineurs, la juridiction prend généralement fin à l'âge de 21 ans. Dans le système pour adultes, les conséquences vont plus loin et la fourchette des peines est nettement plus large. La tentative de meurtre avec préméditation au premier degré en Floride peut entraîner la prison à vie pour les accusés adultes. Pour les mineurs, les peines sont plafonnées et encadrées différemment. Le bureau du procureur de l'État a rendu ce calcul explicite. Il voulait disposer de toute la gamme des outils juridiques disponibles. Il restait un autre volet de l'enquête qui n'avait pas été clos au moment de l'audience sur la caution. Police d'Altamont Springs, le bureau du shérif du comté de Seminole et le FBI enquêtaient également sur le lien présumé de Valdez avec 3 appels de swatting passés au lycée Lake Brantley plus tôt ce mois-là, les 8 janvier, 20 janvier et 22 janvier. Les appels de swatting sont de fausses alertes d'urgence destinées à déclencher l'intervention armée des forces de l'ordre sur un lieu donné. L'appel du 22 janvier, le même jour où le signalement Fortify FL a été soumis, a placé l'école en alerte à 2 reprises dans la même journée. L'enquête sur ces appels était toujours en cours et aucune accusation liée à ceux-ci n'avait été rendue publique lors des derniers rapports. La prochaine audience prévue pour les 2 prévenus est fixée au 29 avril 2026. Les images de la voiture de patrouille, les rires, le commentaire sur le maquillage, la déclaration selon laquelle elle ne se sentait pas coupable, le regret concernant le moment choisi ont été versés au dossier officiel du tribunal. Les procureurs ont indiqué que cela resterait au cœur de leur argumentation selon laquelle les 2 prévenus continuent de représenter un risque. Isabelle Valdez et Lois Lippert sont actuellement détenues sans caution dans le comté de Séminole. Toutes 2 ont plaidé non coupables.
Si elle n'avait pas été découverte assez tôt, nous serions confrontés à une situation totalement différente. Un garçon assassiné, une famille brisée,